RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports. Très heureuse de vous retrouver pour ce premier Café des Sports de la saison. Alors un Café des Sports qui évidemment s'écoute à travers la radio, comme toujours et depuis toujours. Mais aussi vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live grâce à Internet, sur la chaîne YouTube de RFI et de France 24. Et puis ce soir en diffusion sur la chaîne internationale France 24. Et tout cela au cours du week-end. Vous pouvez aussi nous revoir à consommer sans aucune modération, surtout si on vous a manqué à en croire les messages que nous avons reçus aujourd'hui et tout au long de la semaine. Est-ce qu'on vous a manqué, Rémi Ngono? Bonjour. Bonjour, bien évidemment, c'est difficile de passer comme ça sans regarder qui boxait, surtout quand je me rends compte que Xavier Barré a réussi à retrouver une bonne santé au moment où j'étais en train de lui donner le KO. C'est difficile de voir que les auditeurs ont été sevrés de cette bonne bataille. C'était la cure de désintoxication, Rémi, nécessaire. Voilà, donc on est revenu un peu étant bien rechargé. J'espère que vous avez renouvelé votre catalogue de proverbes. Parce que les auditeurs, ils les attendent évidemment, vos proverbes africains. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, bonjour à tous. Vous aussi, vous êtes là, fidèle au rendez-vous. Absolument, c'est vrai qu'un vendredi sans Café des Sports, ça fait bizarre. Même pendant les vacances, dans aux quatre coins de la France, il manque quelque chose. Et du monde, on est très heureux de retrouver non seulement les collègues autour de la table, mais les cartons des auditeurs, c'est toujours un régal. Ah ben, on va déjà se préparer à ça. François David est là aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour Annie, bonjour à tous. Il est là en chair et en os puisque notre correspondant en Espagne, on a l'habitude de le suivre plutôt par téléphone. Oui. Il nous a fait le plaisir de venir au cours de la semaine et on s'est dit, bon, vu qu'il repart vite vers Barcelone. Bah oui, et je voulais absolument voir Rémi Ngono avant de partir. Rémi. Il a passé une année compliquée l'année dernière. Je voulais m'assurer qu'il allait bien. Bon, on attendra les prochaines semaines pour voir assis à votre place Benjamin Mukanjo, notre grand ami du Café des Sports, qui est absent encore un petit peu malade ces temps-ci. Et puis Frédéric Suto n'est pas là, il est encore en vacances, il a préféré, plutôt, lui il a carrément snobé le Café des Sports. Mais on a une remplaçante, et ça c'est très bien, hein, une fille de plus au Café des Sports. Bonjour Solène. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Alors Solène Ravenel, elle était en alternance, journaliste alternante au service des sports. Vous avez dû l'entendre ces temps-ci. Et aujourd'hui, elle sera donc à la place de Frédéric Suto pour relayer tous vos messages. Directement promu à la place du chef. N'est-ce pas? Incroyable. Alors Solène, il faut surtout relayer les avis des auditeurs qui disent de mal de Rémi Ngono. D'abord, voilà. Et d'ailleurs, elle est tout près. Elle est tout près. Vous voyez, chers téléspectateurs, je vous ai dit qu'avec le Barça, on achète toujours les amis. Mais Frédéric Suto, s'il n'est pas présent, il ne nous oublie pas. Regardez donc. Salut la team, salut le Café des Sports, un petit coucou. Bon, c'est vrai, j'ai pas encore retrouvé le chemin des studios, mais je pense à vous et promis, on se revoit très bientôt. En tout cas, je suis sur quelle mission aujourd'hui. Ça va être du feu, ça va décaper. Il y a un petit hommage, une petite dédicace à Gigio, Gianluigi Donnarumma. Ils lui font des misères, ils veulent plus de lui au PSG. Comme s'ils avaient oublié tout ce qu'il nous a fait la saison dernière, Gigio. Petite dédicace, on va poser le ballon. Laurent Salerno, réalisateur maestro, c'est pour toi, Gigio. Il avait déjà choix et il avait déjà dit tirer à quel angle. Il a même plongé avant le tir. On ne connaît pas le tireur, mais en tout cas, il est solidaire. Le ballon est venu l'autre jour. Il est sur la côte du côté de Narbonne, notre cher ami Frédéric Suto. Pas mal, hein? Incroyable. Alors, de quoi parlerons-nous aujourd'hui? Au cœur des débats, eh bien, nous avons ce coup d'envoi des championnats dans toute l'Europe de la saison 2025-2026. Autant au Café des Sports donc que sur les terrains de foot. Peu à peu, les championnats commencent dans un calendrier étriqué
entre la fin du mondial des clubs et une année qui verra se disputer une CAN au Maroc fin décembre et une Coupe du Monde grand format avec 48 participants au début de l'été. Cette saison promet-elle d'être folle, un peu trop pour les organismes des joueurs, les principaux acteurs? On vous donnera notre avis. Après la France, l'Angleterre et l'Espagne, le championnat italien reprend. La Serie A est-elle la dernière compétition européenne à conserver un vrai suspense quant au nom du vainqueur du Scudetto? Premier match de la saison au stade Vélodrome avec une rencontre Marseille-Paris. Enfin, Paris FC, le promu emmené par l'ancien Marseillais Maxime Lopez. Quel accueil des supporters verra-t-on pour ces Parisiens et leur propre équipe marseillaise, équipe plongée dans l'affaire Rabiot? Il y aura aussi les cartons, les vôtres bien sûr, et les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel et Laurent Salerno qui m'ont aidé à préparer l'émission. Souel Kedir et Adrien Toureau sont à la réalisation vidéo. Le Café des Sports, le premier de la saison. Les débats sont ouverts. C'est donc la rentrée, comme le veut l'expression consacrée, période de retour au travail, à l'école, et donc, après la parenthèse estivale, aussi sur les terrains et dans les clubs. Une courte parenthèse pour de nombreux joueurs de football, particulièrement ceux qui ont disputé cette interminable, peut-on dire quand même, année de Ligue des Champions, et avec en plus le mondial des clubs aux États-Unis. Cette saison, en tout cas, est prometteuse en plus de deux gros rendez-vous que seront la CAN, la 35e Coupe d'Afrique des Nations, qui est programmée à la fin décembre au Maroc, et puis la Coupe du Monde, alors elle inédite, avec donc 48 nations participantes dans le très très chaud été d'Amérique du Nord. En plus d'une deuxième saison de Ligue des Champions à rallonge. Vous le savez, il y a plus de matchs parce qu'il y a plus d'équipes sélectionnées. Cette saison, François David, est-ce qu'elle vous paraît déjà être un peu folle avant même d'avoir commencé? Et suit-elle d'ailleurs une saison un peu folle? Moi, j'ai pas trop l'impression que la saison dernière, elle a fini en fait. Parce qu'avec la Coupe du Monde des clubs qui s'est arrêtée il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines. Là, on reprend direct. Mais c'est vrai que sur le papier, ça donne envie, quoi. On sait qu'il y a une Coupe du Monde à la fin. On a une Ligue des Champions incroyable. Avec des équipes qui sont énormément renforcées. On a un PSG peut-être qui veut défendre sa couronne. On a le Barça qui va être là, le Real, le Bayern, toutes les grandes équipes, tous les grands joueurs. On a envie de voir ça. Et je pense que ça va être vraiment sympa cette CAN aussi qui va être. On a envie de voir ce que ça va donner. Ça peut handicaper certains clubs, mais sur le papier, ça fait longtemps que moi, j'ai pas été aussi excité que ça pour une saison. Hein. Est-ce que vous êtes émoustillé, vous aussi Complètement. Ça va être une saison extraordinaire. Le problème, c'est que les saisons un peu extraordinaire, on a l'habitude d'en avoir tous les 2 ans. Les années où il y a des grandes compétitions internationales qui finissent une saison habituellement déjà bien remplie. Mais là, on a eu en plus, sur l'année impaire, le mondial des clubs. Compétition inutile qui ressemblait à rien et qui a épuisé un peu plus des joueurs qui étaient déjà fatigués. Donc, ceux qui n'ont pas participé à ce mondial des clubs, notamment le Barça, eux, ont eu des vraies vacances. Oui, ou Liverpool. Mais ceux qui ont participé, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Chelsea, etc., Bayern, eux ont eu très peu de vacances. Alors, il y a des championnats comme la France, où le Paris Saint-Germain peut se permettre de jouer le début de championnat comme des matchs de préparation parce qu'il est tellement au-dessus des autres. Mais il y a d'autres championnats, l'Angleterre, l'Espagne, où c'est pas possible. Ouais. Donc, je trouve effectivement que malheureusement, ce calendrier super encombré déséquilibre complètement les chances des différentes équipes et surtout met en danger les organismes de certains joueurs dès le coup d'envoi de la saison. Rémi, revoilà la CAN, mais revoilà la CAN en hiver, bien sûr. C'est-à-dire que cette CAN en été, qu'on défend depuis plusieurs années, on en a eu une seule édition en Égypte en 2019, si je ne me trompe pas. Et depuis, on essaye de la placer. Et là, on a réussi à la mettre en hiver. Ah oui, et puis elle se passe dans un grand pays qui va abriter accueillir une Coupe du Monde aussi en 2030. Donc, c'est une CAN qui sera beaucoup visible parce que justement à cette période également, on sait souvent que les yeux sont rivés vers l'Angleterre. Donc aujourd'hui, la CAN... Ça va être en concurrence avec le Boxing Day.
Oui, ça va être en concurrence. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la dernière CAN a eu augmenté le taux au niveau de l'audimat. Donc, on peut voir qu'en 2021 au Cameroun, on avait la CAN qui était diffusée sur 157 pays. Et la dernière, en Côte d'Ivoire, elle était sur 180 pays. Et là, on est passé de 500 000 téléspectateurs à 1 milliard de téléspectateurs. C'est quand même énorme. On est passé de 1500 accréditations des journalistes à 3000 accréditations. Cela veut dire que c'est un événement important sur le plan de la visibilité, mais aussi sur le plan même de la rentabilité, parce que il y a des superstars africaines partout, de toute façon, dans tous les grands clubs. Donc, voilà, et aujourd'hui, même sur le plan de la rentabilité, parce que on voit aujourd'hui que les revenus ont augmenté de 40% pour la participation, que ce soit même pour le vainqueur qui peut enfin toucher 7 millions d'euros et le finaliste 4 millions d'euros. Donc cette CAN aujourd'hui donne une certaine visibilité et surtout à d'autres pays. Et prend de plus en plus d'importance. Et elle prend de plus en plus une certaine importance. Comme j'ai dit, il reste maintenant qu'elle soit diffusée. Peut-être sur des chaînes qui ne sont pas aussi à péage, parce que la dernière fois, elle était beaucoup plus diffusée sur Beansport. Il faudrait peut-être que ce soit sur l'équipe, comme certaines compétitions le sont, comme la Copa América, pour que cela ait encore la visibilité. Donc aujourd'hui, je crois que la CAN va beaucoup profiter de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut craindre peut-être aussi de cet embouteillage ou de Parce qu'on aura une Coupe du Monde aussi avec 48 nations, ça veut dire encore plus de joueurs concernés. Est-ce que la limite aussi c'est celle-là, c'est-à-dire physique, et qui pourrait se reporter sur la qualité ? Plus de joueurs, mais seulement un match de plus à l'arrivée pour l'équipe qui ira en finale. Il n'y aura qu'un 16e de finale en plus par rapport au format qui existait auparavant. Donc, par contre, il y aura beaucoup plus de matchs disputés. Beaucoup plus de matchs, effectivement. 64, c'est 104. 104, si voilà, exactement. Mais et d'ailleurs, on ne pourra pas tous les voir parce que compte tenu des programmes qui seront obligés d'adapter en fonction des marchés qu'on voudra servir. Ce sera possible de faire tous les matchs. Ce sera, disons qu'il faudra être éveillé 24 heures sur 24, parce qu'il y aura des matchs programmés pour plaire aux Japonais ou aux Coréens ou aux Australiens qui seront à des horaires assez incompatibles avec une vie à peu près. Déjà, tous les fuseaux horaires sur le continent nord-américain. Ce sera très compliqué à suivre en totalité, en tout cas le premier tour. Mais cette saison, on sait ce qui se passe souvent les années de Coupe du Monde. Il y a des joueurs, et les grands joueurs qui sont très sollicités, ils lèvent un peu le pied sur le championnat notamment. Là, avec les enjeux tels qu'ils sont, notamment en Angleterre, on connaît l'intensité du championnat d'Angleterre où il y a pratiquement tous les meilleurs joueurs, ou en Espagne avec le duel Real-Barça, les très grands joueurs n'auront que peu d'occasions de lever le pied. Donc, je ne sais pas dans quel état, effectivement, ils arriveront à la Coupe du Monde. Solène, il y a quelques remarques de nos auditeurs ? Oui, alors déjà, ils sont extrêmement heureux du retour du Café des Sports. Et puis, ils soulignent tous une année intense en émotion. Et ils ont hâte que cette année commence. Bon, alors ils seront prêts au rendez-vous de tous ces championnats. François David ? Juste, oui, moi je suis d'accord avec Xavier. Je pense qu'on va peut-être voir dans les années à venir ce qu'on voit déjà en NBA, dans le championnat américain de basket, ce qu'on appelle le load management, c'est-à-dire que les superstars ne jouent pas certains matchs. Donc moi je pense qu'effectivement que les grands joueurs, pour des matchs, je pense, allez, pas le Barça, s'ils jouent contre Elche et Osasuna, je pense pas qu'on verra... Osasuna, c'est un petit club qu'on verra, c'est pas, ils vont pas jouer le titre cette année. Mais je vais te rassurer que c'est eux qui avaient battu le Barça l'année dernière 4-2. Continuons. Oui, d'accord. Oui. Bon, Elche, sans un penalty non, ils auraient pris un point à Madrid sans un penalty. Je pense qu'on va s'orienter vers un système NBA. Parce que quand le Real bat une équipe, ça devient une petite équipe. Quand cette équipe bat le Barça, ça devient il y a eu arbitre, a fait ce penalty, a fait que l'eau est venue dans la première saison. La première journée. La première journée de la saison. Un penalty pour le Real. On va voir comment NBA, voilà, et que les superstars, elles vont s'économiser. On va voir Yamal ne pas jouer contre Osasuna, contre Elche, contre des clubs comme ça. Après, il faut voir que ce qu'a fait Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain cette saison est assez remarquable dans la gestion des joueurs, parce qu'il a que des internationaux. Tout le monde était concerné. Et tout le monde, en fait, il a réussi à faire tourner énormément. Exactement. Mais c'est possible en Ligue 1 parce que le championnat de Ligue 1 est d'un niveau
faible par rapport à la qualité du Paris Saint-Germain. C'est pas possible même dans la Liga. Même le français. Oui, il y a pas match. C'est pas possible en Angleterre où il y a une telle intensité qu'on attend les meilleurs joueurs à chaque match. D'ailleurs, c'est presque l'inverse en Angleterre. Ils ont tendance à faire se reposer les stars pour les matchs européens et à les aligner en première ligue. Oui, ou en fin quand il faut se qualifier pour continuer dans la Ligue des Champions. Rémi, est-ce que ça va être une saison où on va voir s'illustrer peut-être beaucoup plus certains joueurs, selon vous, de grands joueurs qui viseront, en s'économisant peut-être, en faisant attention, mais qui viseront la Coupe du Monde? Déjà, les grands joueurs ont commencé à s'illustrer, comme Mbappé. Tout le monde a vu qu'il était pratiquement en alerte. Oui, c'est un grand joueur. Bien sûr. Attendez, comment toi tu peux rigoler quand même mais c'est quand même le meilleur buteur européen. Le meilleur dribbleur européen même, on a pu le constater. Dribbleur, je suis pas sûr. Dribbleur, je suis pas sûr. Voilà. Donc, non, mais tu as vu, lui, c'est 7 dribbles qu'il a réussi en un seul match, d'un seul coup. Ça, il y a des joueurs... Alors, Rémi, Mbappé, et puis qui? Je peux dire également qu'il y aura une surprise avec Arda Güler qui risquerait aussi beaucoup s'imposer. Il y aura Lamine Yamal qui va aussi faire un peu plus mal. Pedri. Et puis, sans oublier, non, je ne cite pas Pedri dedans. Non, je crois plutôt qu'il y aura Ousmane Dembélé qui va aussi essayer de s'imposer encore beaucoup plus. Mais je crois qu'il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup plus et qui est d'ailleurs pour moi l'une des pièces les plus importantes du Barça, c'est Rafinha. Parce que j'ai encore vu comment est-ce qu'il a démarré et j'ai vu qu'il était véritablement en alerte. Donc pour moi, cette équipe-là également, il y a des défenseurs qui vont s'imposer, tels que Dean Huijsen, qu'on voit déjà avec le Real Madrid. Et avec la sélection, il y a avec la sélection également. On ne va pas faire un catalogue. Moi, ce que je remarque, c'est que si on prend les joueurs qui sont en course pour le Ballon d'Or cette saison, en tout cas, qui sont cités comme favoris, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait une saison complète, en fait. Regardez Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il a eu un automne plutôt discret. Il a fait une demi-saison très complète. À l'inverse, Mo Salah, il a fait un automne flamboyant. On avait des discussions ici où tout le monde disait il va être Ballon d'Or. Et puis, au printemps, il s'est écroulé, il a disparu. Celui qui a effectivement fait la saison la plus... le meilleur joueur d'Angleterre. Celui qui a fait la saison la plus... Oui, mais Liverpool est champion, donc c'est assez logique qu'ils prennent un joueur de Liverpool. Mais si vous regardez sur toute la saison, même Lamine Yamal, il a eu un coup de moins bien à un moment. C'est très difficile aujourd'hui, compte tenu de l'intensité des rencontres et de la surcharge du calendrier, que même les plus grands joueurs soient au top niveau tout le temps. Et ce qui se passait d'ailleurs au sommet du duel Messi-Cristiano Ronaldo, eh bien, c'est qu'en fait, Messi et Cristiano Ronaldo, ils étaient économisés par le système de jeu de leur club. Ils couraient beaucoup moins que les autres. Il y avait d'autres joueurs pour courir autour d'eux, et eux, ils étaient plus frais, effectivement, pour faire la différence. Mais c'est là où on voit, par exemple... Là, c'est une... Oui. Mais c'est là où on voit, par exemple, qu'il y a 10 ans, des joueurs comme Xavi, Iniesta jouaient tous les matchs, par exemple. Et c'est vrai que maintenant, ce serait vraiment compliqué dû à l'accumulation de... Mais il y avait encore un peu moins de matchs que maintenant. Oui, il n'y avait pas une super coupe qui ressemblait à une espèce de tournoi en Arabie Saoudite. Il y avait 2 journées en moins en Ligue des Champions. Il n'y avait pas le tour de barrage en Ligue des Champions. Il y avait moins de matchs. Globalement, à l'arrivée, vous avez une dizaine de matchs de moins sur la saison. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et ne parlons pas des Africains qui, eux, vont aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations décembre, janvier. Un joueur comme Hakimi ou comme Mo Salah, mais pour eux, ça va être une saison d'enfer. Ils sont toujours en tour de qualification pour la Coupe du Monde. Parce que pour certaines équipes européennes, c'est plus simple. Rémi, pour terminer, je vais dire que c'est une mauvaise excuse parce que je croyais que ces joueurs-là, ils étaient vraiment surchargés et tout. Et puis j'ai vu d'ailleurs Lewandowski qui disait que imaginez une entreprise où les gens n'ont que 42 jours de repos. Mais je me suis dit, mais vous ne jouez pas aussi tous les jours parce que vous faites des entraînements. Imaginez un maçon qui travaille tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'on ne se plaint pas au regard de leur salaire? Et maintenant, j'essaie quand même de regarder au niveau des matchs. Au niveau des matchs, attends. Au niveau des matchs, Xavier Barré. Au niveau des matchs, j'ai une étude du CIS. J'ai une étude du CIS. Non, au niveau des matchs. Nous partons sur le domaine scientifique. Parce que déjà, il y a beaucoup plus de remplacements. Vous le savez, il n'y en avait que 3. Et maintenant, il y a des équipes qui ont un effectif beaucoup plus complet. Donc aujourd'hui, j'ai vu une étude du CS qui me disait que pour la période 2024-2028, seul 1% de joueurs va dépasser 4
100 minutes, 4100 minutes. Or, j'ai vu des joueurs faire, avant cette surcharge-là, des 4500 minutes, des 5000 minutes. Donc, aujourd'hui, on va bien dire tout ce qu'on dit là, mais les grandes équipes, bien évidemment, qui doivent aller loin, ont aussi des effectifs conséquents. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit d'ailleurs, Dieu sait pourquoi il a donné à certains oiseaux des ailes longues et d'autres oiseaux des ailes courtes. Bon ben voilà, c'était le premier proverbe de notre nouvelle saison. Et pour ce qui est de cette saison à venir, eh bien, nous aurons le plaisir de la suivre avec vous dans Radio Foot et dans le Café des Sports. Et j'imagine que nos auditeurs seront au rendez-vous, Solène. Exactement, ils attendaient plus que le premier proverbe de la saison là. Ah bah ça y est. Et ben voilà, il y a le premier, mais vous allez voir, ils vont vous en envoyer pendant l'émission. Et justement, au chapitre reprise, il y a la Bundesliga qui redémarre dès ce soir. D'ailleurs, on l'a évoqué cette semaine grâce à David Lortolari. Et la Serie A qui débute, elle, demain. Et nous allons en parler tout de suite. La saison passée, c'est donc le club de Naples qui s'est imposé et qui a remporté le Scudetto. D'ailleurs, comme en 2022. Mais lors de la dernière journée seulement, cette équipe napolitaine s'est imposée. L'année d'avant, c'était l'Inter Milan. On avait eu aussi le Milan AC. Bref, depuis, ces trois clubs alternent en fait depuis 2020, depuis que la Juventus ne collectionne plus les titres. Et il faut dire que la Juventus, nous tous, on sortait d'un tunnel de 9 titres de la Juventus Turin. En tout cas, maintenant, il y a beaucoup plus de suspense. L'Italie n'a pas de Bayern, n'a pas de PSG, n'a pas de Barça Real. On va mettre ça en un seul bloc. Oui. Plus d'équipes omnipotentes. Est-ce que cette saison italienne, Xavier Barret, s'annonce, elle aussi, pleine de suspense ou non ? Alors c'est marrant parce que j'étais à Metz ce week-end pour l'ouverture du championnat de Ligue 1 et la question a été posée à Kalilou Koulibaly, l'ancien défenseur de Naples, par un journaliste italien qui était présent, et lui, il lui a dit « Non, ce sera le Napoli, le Naples est au-dessus de tout. » Il a répondu parce qu'on sait qu'il est resté à Naples, absolument. Mais son analyse était intéressante, mais elle était quand même plus mitigée, parce qu'en fait, Naples a été très bon l'année dernière, parce qu'ils ont su profiter des coups de moins bien de l'Inter de Milan. Or, cette année, mais Naples n'était pas en Coupe d'Europe. Alors que cette année, ils vont devoir jouer sur les deux tableaux. Et donc, ce qui a tué un peu l'Inter la saison dernière, c'est qu'eux, ils jouaient sur tous les tableaux. Et d'ailleurs, ils ont tout perdu. Ils ont été en finale de pratiquement toutes les compétitions et ils ont tout perdu. Alors que Naples, cette année, va devoir relever ce défi d'être bon dans la Serie A pour garder le Scudetto, évidemment, mais aussi en Coupe d'Europe. C'est là qu'on les attend maintenant. Et quand on regarde l'effectif mis à la disposition d'Antonio Conte, alors effectivement, il y a Kevin De Bruyne qui arrive, il y a Sam Beukema, un défenseur néerlandais, il y a un gardien qui était au Torino, un gardien serbe, il y a Lorenzo Luca, un jeune attaquant, mais sinon, l'équipe, elle est pas extraordinaire. Elle n'est pas au niveau volume de jeu. Ils ont perdu des joueurs. Lukaku vient de se blesser et exactement. Il est incertain. Donc ils cherchent un avançant supplémentaire. Alors que Lukaku, Kevin De Bruyne, ça aurait pu être intéressant en plus. Les deux se connaissent bien. Mais alors peut-être ce sera Højlund ou peut-être Nicolas Jackson qui vont prendre pour le remplacer. Mais sinon Raspadori est parti, Giovanni Simeone est parti, Okafor l'international suisse est parti, Cajuste l'international suédois aussi. Donc finalement Naples fait figure de favori, mais en même temps, avec ce calendrier qui va être beaucoup plus chargé que la saison dernière, je ne suis pas sûr qu'ils aient toutes les armes pour concurrencer l'Inter de Milan. Rémi, concurrence par rapport à Naples, est-ce que qui voyez-vous tenir encore la dragée haute ? On aurait pu dire l'Inter Milan, parce que c'est vrai que l'année dernière, ils les ont titillés jusqu'à la dernière journée. Mais avec tous les changements, et notamment le changement d'entraîneur dans l'effectif, est-ce que vous y croyez à cette Inter ou vous croyez à autre chose ? Si on ne croit pas à l'Inter, cela veut dire qu'on ne croit pas au football. L'Inter, sur le classement FIFA, c'est quand même juste 3e. Hein. C'est-à-dire que... D'accord, mais vu les changements... Mais ils ont atteint la finale. Ils sont encore en train de changer leur effectif. Ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions. Et la finale de la Coupe d'Italie, ils sont deuxième. Voilà. Donc, je dis quand même, c'est vrai que Naples a fait du bon boulot, Conte est resté. Mais ce que je vais te dire, c'est que les recrutements ne sont pas finis. Parce que Conte a justement une enveloppe de 200 millions d'euros. C'était d'ailleurs la condition sine qua non pour qu'il puisse rester.
200 millions 200 millions d'euros. Ils ont de l'argent à Naples. Oui, donc il a encore de quoi faire. Il a encore de quoi bâtir un véritable édifice aujourd'hui. Et puis, comme tu as dit, Nicolas Jackson peut bien arriver. Bon, on parle plus de Villarreal pour Jackson. Donc, moi, je me dis, ils peuvent faire quelque chose, l'Inter peut faire quelque chose parce que aujourd'hui, c'est une équipe qui a une assise, qui a de l'expérience et qui peut bien évidemment se relever. Mais cependant, il ne faut pas complètement enterrer Milan AC. Milan AC, là, on part aussi Modric. Je vois quand même que des gens disent que non, Milan n'est pas dans la course parce qu'ils ont terminé 8e et tout et tout. Mais là, je vais me placer le retour. Et il y a Milan ne sera pas européen. Et donc Milan comme ne ils sont pas en sera Coupe pas d'Europe, européen. Ils auront quelqu'un plus de comme temps. Modric qui est quand même quelqu'un de très intelligent et qui va donner la niaque aux autres. Et oui, peut-être que tu n'y crois pas, mais il y a un problème. Il y a un problème africain qui dit Modric, oui, mais quand on dort affamé, on se réveille sans avoir dormi. Une seconde, David. Nos auditeurs réagissent-ils sur la Serie A? Exactement. Et Youssef Diallo qui nous a dit tout à l'heure cet après-midi que son favori, c'est l'AC Milan, puisqu'il ne joue pas l'Europe, c'est ce qu'on a dit. Et parce qu'il y a un mélange d'expérience et de jeunesse dans cette nouvelle équipe et qu'il croit dans son nouvel entraîneur. Massimiliano Allegri, voilà. Oui. Expérimenté, on peut le dire. Et puis, on nous a aussi donné Naples, comme on a dit. Et puis, pourquoi pas un club promu. Voilà, Naples, une petite surprise. Alors, une seconde. François-David, est-ce que vous miseriez, vous, sur la Juventus? Parce que quand même... oui. Là, je mise sur la Juventus, qu'ils ont Tudor, qui a fait plutôt du bon travail. Il arrive en fin de saison dernière, mais on sait ce que ça va donner, Tudor. Ça va être de l'intensité, des duels. Pour moi, ils ont fait le meilleur recrutement de l'été en Serie A. Ils ont Colomboigny, ils l'ont gardé, ils l'ont acheté. Ils ont David, ils ont pris Conceição, ils ont pris Kalulu. Jonathan David, celui qui vient de Lille. Ils ont terminé 3e, mais ils sont en Ligue des Champions. Oui, mais bon, mais c'est un grand club, qui a l'expérience, qui sait gérer ce genre de choses. Ils ont pris Kalulu du Milan AC, Conceição. Ils l'ont pris de manière définitive. David, qui peut être aussi un bon coup, on le voit d'ailleurs sur la photo. C'est un grand club qui a eu, vous l'avez dit, Annie, 9 fois champion. Là, je pense que... De suite. Plus 30 titres. Je pense que cette année, c'est pour eux. L'année du retour de la Juve. Oui, pour moi, ils ont tout pour être champions. Et pour suis quand même surpris que Xavier Barré ne réagisse pas. En plus en Ligue des Champions. Parce que, Annie, le sujet est très important. Je me souviens, lorsque Cristiano Ronaldo était parti là-bas, Xavier Barré disait que c'est un championnat où la Juve doit gagner tout le temps et machin, tout. Maintenant, on trouve que c'est un championnat qui est très équilibré, qui est très difficile. Parce qu'il a moins d'argent et du coup, depuis 2017 quand même. Et d'ailleurs, je me souviens qu'ils avaient le ratio de but le plus élevé depuis déjà 2017. Oh là là, c'est quoi ça? C'est un championnat qui est moins relevé qu'avant. À part l'Inter de Milan, qui ces dernières saisons a pu s'inviter en finale de la Ligue des Champions 2 fois. Les autres, ils n'existent plus trop. Alors, de temps en temps, il y a des équipes comme ça. On se souvient de l'équipe de Gasperini, l'Atalanta qui est venue, qui a bousculé tout le monde et tout. Cette année, peut-être que c'est Côme avec Fabregas. Mais ils sont quand même pris 5-0 face au Barça au match. Bon, alors c'est le critère. Au grand peur, maintenant, ça reste une équipe avec Fabregas qui a vraiment un style espagnol. Ils ont récupéré Morata. Et ça peut être, Morata, c'est un joueur quand même d'expérience. Jesus Rodriguez du Betis. Et un vrai leader. Jacopo Ramon du Real Madrid, qui avait marqué lors de son premier match avec le Real, qui est parti à Côme. Donc on ne sait jamais. Non, mais il y a juste une petite chose. Vous parliez de Gasperini, Annie. Oui, il arrive à la Roma. Or, la Roma, ces dernières années, ça a toujours été un chantier permanent, y compris quand José Mourinho est passé. Mais Gasperini, il a l'expérience justement de ces effectifs qui changent tout le temps. Parce qu'à l'Atalanta, en fait, ils vendaient en permanence et ils achetaient. Donc là, à la Roma, il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui ont changé. Mais Gasperini sait faire, il a l'expérience. Avec la même idée du genre 3-4-3, un jeu offensif. Voilà, il faut voir s'il arrive à faire à Rome ce qu'il a fait à l'Atalanta. C'est pas sûr, parce que le contexte est quand même très différent entre Rome et Bergame. En tout cas, on pourra quand même déplorer 2 départs de ce championnat italien vers l'Arabie Saoudite, c'est celui de Théo Hernandez et de Matteo Retegui, quand même, 2 joueurs qui sont encore à la fleur de l'âge. On pense qu'ils auraient pu encore être utiles dans une équipe italienne, voire ailleurs. Et ils ont préféré l'Arabie Saoudite. Mais on a constaté maintenant que l'Arabie Saoudite, on y va et on en revient. Et on revient dans des équipes compétitives. Est-ce qu'il y a des favoris désignés
Des favoris désignés non, il y a beaucoup, c'est comme le débat, il y a beaucoup de clubs qui ressortent. Pas la Juventus, parce que souvent c'est la Juve, il y a eu un peu, mais ouais, surtout Napoli, et puis l'AS Rome, la Roma qui est revenue dans les derniers messages. Voilà. On continue dans ces débats et on va parler de l'Olympique de Marseille. Annie. C'est aussi la rentrée au stade Vélodrome pour les supporters de l'OM et aussi pour cette équipe puisqu'elle disputera son premier match de la saison dans son stade dans un contexte chaud bouillant, mais peut-il en être autrement du côté de Marseille? Nous, on le sait et on répond non au vu des dernières saisons. Honneur aux visiteurs. Parlons de ces visiteurs qui sont parisiens, mais c'est le Paris FC. Aucune adversité, aucune animosité dans l'air. Ces Parisiens sont même bienvenus puisqu'il y aura une centaine de supporters dans le parcage, comme on dit, du stade. Alors, en plus, dans cette équipe, il y a 2 joueurs natifs de Marseille, supporters, donc anciens supporters de l'OM. Les supporters parisiens autorisés à venir, Rémi, ça vous surprend ou pas que des Parisiens, c'est pas les mêmes Parisiens, on peut dire ça? C'est pas les mêmes Parisiens, c'est pas le même public. Au-delà de ça, c'est encore une jeune équipe qui, bien évidemment, qui cherche ses supporters en gros. Qui cherche les supporters et il n'y a pas encore une telle animosité parce que, bien évidemment, le Paris Saint-Germain et Marseille, c'est effectivement 2 clubs rivaux qui ont souvent fait un certain nombre de choses pour essayer d'asseoir la suprématie. Et il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne met pas 2 chats dans le même sac. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la même catégorie. Ici, peut-être on a le chaton. Mais sauf que ce chaton veut bien évidemment organiser quelque chose, est en train de faire quelque chose. Peut-être il y a l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Peut-être un certain Kevin Trapp, mais je crois qu'il ne sera pas titulaire. Pour mettre un peu d'eau et tout, mais... Un peu d'huile sur le feu. Pour l'instant, on ne peut pas encore créer une rivalité entre le Paris FC et l'Olympique Marseille. Dans ce que dit Rémi Ngono, il y a une chose qui n'est pas tout à fait vraie, c'est les supporters. Parce que la plupart des supporters du Paris Football Club, il n'y en a pas beaucoup. Mais le noyau des supporters, c'est des anciens du Paris Saint-Germain qui se sont fait virer du PSG. Apparemment qu'ils sont assagis. Oui, bah ils ont un peu obligé. Mais je suis curieux. Ils ont vieilli parce aussi. Parce que n'oublions pas que le Paris FC et... est issu de la formation du Paris Saint-Germain. Il y a non, mais pendant toutes les années 90-2000, il y a eu souvent des bagarres autour du Parc des Princes. Et donc, il y a un certain nombre de supporters qui ont été écartés du Paris Saint-Germain et qu'on retrouve pour une partie au Paris Football Club. Donc, non, il n'y a pas que des anciens. Et donc, du coup, je suis d'ailleurs surpris que le préfet à Marseille ait autorisé les supporters du PFC à venir. Apparemment, ils les suivront à la trace. Xavier, alors côté OM, justement, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre, par contre, à des hostilités envers les dirigeants, bien sûr, des banderoles et une certaine manifestation de leur colère quant au contexte? Alors, au-delà de l'affaire Rabiot, c'est-à-dire commencer une fois encore une saison où on se veut concurrent du Paris Saint-Germain, tout ça et tout, et finalement commencer dans une ambiance un peu folle. On va voir effectivement comment réagissent les supporters, parce que non seulement l'OM a perdu à Rennes, mais surtout, ils se retrouvent avec cette histoire absolument invraisemblable de leur meilleur joueur, Adrien Rabiot, qui met sur la liste des transferts parce qu'il a échangé un coup de poing avec Jonathan Rowe. On en a parlé tout au long de la semaine. Voilà, donc c'est assez ahurissant qu'il y ait eu ce retournement complet des dirigeants, que ce soit l'entraîneur, le directeur sportif ou le président, qui tressait des lauriers à Rabiot il y a encore 10 jours. Dans différentes interviews. On a la sensation que les supporters, en voyant sur les réseaux sociaux, par exemple, manifestent une certaine colère en plus de se départir de ce joueur, alors qu'on va bientôt commencer la Ligue des Champions à Marseille. C'est tout à fait compréhensible. Ils ont une équipe qui est construite justement avec lui comme tête de gondole, et tout d'un coup, ils veulent le virer. Ils veulent le virer pour des histoires bassement financières. Apparemment, ils l'ont viré. Oui, bon, pour le moment, il est toujours à l'entraînement et il est toujours sous contrat. Ils ont viré Chancel Memba l'année dernière. Il a resté à l'OM jusqu'à la fin de son contrat. Et il a été payé par le club. Exactement. Alors, est-ce que Rabiot va faire la même chose? Avec une année de Coupe du Monde, c'est pas sûr. C'est ce que tout le monde dit, mais il l'a fait à Paris déjà, ça. Donc, il peut très bien rester à Marseille, s'entraîner et ne pas jouer et être payé. Et dans ce cas-là, l'OM aura tout perdu parce qu'ils se seront privés d'un bon joueur et ils n'auront pas eu l'indemnité de transfert qu'ils espéraient. François David, sur le plan sportif, ce Paris FC, c'est une équipe promue, c'est une équipe qui
arrive finalement et qui arrive en Ligue 1. Ça fait très longtemps qu'elle n'y jouait pas, hein, ça date des années 80. Est-ce que... le Matra Racing, non avec, oui, ils ont beaucoup changé de nom, d'effectifs, d'actionnaires. Est-ce que cette équipe, elle peut piéger les Marseillais? Ce serait... Ils ont perdu leur premier match à Angers, mais en fin de partie, sur un score de 1-0, qui n'était peut-être pas représentatif de leurs compétences, on va dire. Le sens de l'histoire va dans le sens que le Paris FC va gagner 1-0 à Marseille, but à 85e minute. C'est ce qui peut se passer. Maintenant, c'est pas une équipe qui est pour l'instant prête. Il leur reste encore 10 jours pour finir leur marché. D'ailleurs, il y a des dissensions internes entre Red Bull, qui est une partie du capital, qui veut faire le recrutement de ce qui reste. Alors ça, au niveau de la stabilité, c'est pas fantastique. Ils ont pour moi le meilleur Africain depuis 5 ans en régularité. C'est Moïse Simon, l'ancien joueur de Nantes. C'est une équipe amenée à être un des fleurons du football français dans les 5 années à venir. Maintenant, de là à battre Marseille, pourquoi pas, de profiter de ce qui se passe pour mettre un petit peu le bazar là-dedans. Alors, ça ferait rire toute la France, sauf évidemment les pauvres fans de Marseille, qui eux en ont marre de ce qui se passe. Comme a dit Xavier, on leur prive de leur meilleur joueur pour l'histoire financière, parce qu'ils veulent le vendre, alors que sa cote est au plus haut, parce qu'il ne veut pas prolonger son contrat. Encore une fois, Marseille, malheureusement. Juste avant vous, Xavier. Solène ? Oui, les auditeurs sont plutôt pour le PFC, dis donc. On entend aller le PFC, les 3 points au Vélodrome. Beaucoup sont déçus de Marseille et de leur défaite 1-0 la semaine dernière à Rennes. Et puis voilà, on nous dit que l'OM est malade. Et puis encore qu'ils espèrent autre chose de cette équipe. L'OM a perdu à Rennes alors qu'il était en supériorité numérique, à 11 contre 10. Et le PFC a perdu à Angers alors qu'il était aussi en supériorité numérique à 11 contre 10. Donc pour le moment, ils sont un peu dans la même situation. Ils ont tous les deux perdu 1-0 à l'extérieur alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Mais cette équipe de Marseille dont on vantait la préparation, le niveau, l'envie d'être concurrente cette année, qu'est-ce qu'on peut en attendre sur le plan sportif après cette tempête de la semaine ? Franchement, à Rennes, ils n'auraient jamais dû perdre. D'ailleurs, je crois qu'ils touchent 2 fois les montants. Notamment Rabiot. Voilà, Rabiot, ils ont archi-dominé le match. Donc, franchement, je donnais pas cher du Paris Football Club avant toutes ces histoires, parce que le Paris Football Club est quand même une équipe de D2 qu'ils ont renforcée justement par petites touches. Et François David y faisait allusion. Comme le président Ferracci et son fils, qui est directeur sportif, ne veulent pas, entre guillemets, surpayer les joueurs sous prétexte qu'ils ont de l'argent. C'est le 4e budget de Ligue 1, le Paris Football Club. 130 millions d'euros, parce que effectivement, c'est la famille Arnaud, LVMH, donc, qui a racheté le club la saison dernière. Donc il y a beaucoup d'argent, mais ils ne veulent pas se faire gruger, ils ne veulent pas se faire pigeonner. Donc du coup, ils font très prudent dans les discussions, les recrutements, mais du coup, pour le moment, ils n'ont pas énormément renforcé l'équipe. Ils ont pris effectivement Moses Simon, ils ont pris le petit Noah Sangui également en défense, et Kevin Trapp, mais ils n'ont pas fait un recrutement énorme pour un club qui est 4e budget de Ligue 1. Qui veut pour l'instant peut-être viser de se le maintien d'abord. Rémi, est-ce que ça peut être un match trompeur demain et un match qu'on aura envie de regarder pour voir si le PFC peut se payer l'OM qui est en état de fragilité au moins morale? Oui, ça peut être un match piège. Parce que Marseille, c'est vrai, vous avez Aubameyang, vous avez Greenwood qui a marqué, je crois, 21 buts la saison dernière. Vous avez donc une attaque, mais cependant, vous n'avez pas ce qu'on peut appeler une véritable assise défensive, bien que ce soit des arbitres qui soient là. Mais bon, quand on essaie quand même de regarder l'équipe du PFC, c'est une équipe qui joue en bloc et qui peut créer aussi des problèmes à Marseille. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention par rapport à ce match piège où ils peuvent se lancer en se disant que comme ils sont à domicile et qu'ils ont perdu le premier match, et comme il y a une crise, il faut se donner de l'assurance, ils peuvent rapidement recevoir un coup de gourdin. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention avec le PFC qu'on voit comme une petite équipe. Oui. Mais la petite vipère a beaucoup de venin. Ils voudront surtout rassurer leur public et rassurer leurs supporters, rassurer aussi le Vélodrome où ils joueront donc pour la première fois de la saison. Ce sera demain, samedi à 17h, heure de Paris, 15h en temps universel. Il est l'heure des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire.
Vous allez le constater, c'est notre retour, mais c'est aussi le retour de nos auditeurs internautes fidèles de ce Café des Sports et fidèles de la session carton, des cartons sélectionnés par David Finzel. Bonjour Radio Foot International Sendari et Nouba. Depuis N'Djamena, pour ce premier numéro du Café des Sports de la saison, nous adressons un carton vert à toute l'équipe du Café des Sports, Madame Annie Gassien, Rémi Ngono, Xavier Barré, Frédéric Souto, Benjamin Moukanjo, sans oublier les techniciens qui travaillent dans l'ombre. Bon retour, ravi de vous retrouver. Bon Café des Sports. Je m'appelle Gaston Rodrigue depuis Bénin, Cotonou. Mon carton est vert pour Lamine Yamal. Il a bien démarré la saison avec un beau but contre Mallorca. Vraiment, et bonne émission à vous. Bye bye, bonne émission. Radio Foot International. Je suis Merveille, je vous appelle depuis Kinshasa. Je donne un carton vert au plus grand et le meilleur club du monde, le Real de Madrid, pour avoir battu Osasuna par 1-0 grâce à Kylian Mbappé. Bonne émission à vous. Bonjour Annie et bonjour à tous. Je m'appelle Cam Rodrigue, originaire du Burkina Faso. J'habite à Sens dans le 89. Mon carton il est rouge, adressé à toute l'équipe de Marseille, plus précisément à Jonathan et à Rabiot, de confondre le professionnalisme et les problèmes personnels. La saison commence mal pour nous les Marseillais, donc je bois mon café froid. Bonne émission à vous. Salut Radio Foot International, c'est Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Mon carton est vert adressé aux 3 pays hôtes du CHAN, Kenya, Tanzanie, Ouganda, qui ont terminé premier de leur poule. Une très belle performance. Ciao et bonne émission. Salut Radio Foot, je suis Lussois Junior Fleuzas, je vis aux États-Unis, je suis haïtien. Mon carton est vert comme l'herbe, carton vert à Melchidel Dumoni, qui figure parmi les nominés du Ballon d'Or cette année, même si ce sera difficile pour elle cette année, mais je pense que de l'avenir, elle gagnera certainement cette distinction dénommée Ballon d'Or. Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdullah Hussein depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton il est vert, qui va directement à Sunderland, plus précisément à son entraîneur français, Régis Le Blues, pour son magnifique travail dès la première journée en battant West Ham 3-0. Vraiment félicitations à lui et du courage. Salut, salut Mingolo. Je salue tout le plateau, content de vous revoir. Je réponds au nom de Elite Dansou depuis Bénin. Carton vert, je le donne à Razak Omoto ici, le virevoltant attaquant béninois qui a rendu l'âme cette semaine. Il a été un atout majeur pour l'attaque béninoise par le passé. Et que la terre lui soit légère et que Dieu veille sur ses enfants. Allez, ciao, ciao à vous. Bonjour Radio Foot International, mon carton est rouge, il s'adresse au ministère des Sports de la République démocratique du Congo qui préfère sponsoriser à des sommes faramineuses le FC Barcelone plutôt que de prendre soin de son championnat ainsi que de ses joueurs locaux. Bonjour la Radio Internationale, moi c'est Kodje Teboy Kongalna Franck, président au Tchad, précisément à N'Djamena. Mon carton rouge va à l'endroit de M. Rémi Ngono, qui a surnommé notre stade, le lac Nou. Le stade qui sert à pêcher des poissons. Et donc je le donne le carton rouge et je salue également mon grand acteur Xavier Barré. Merci. Moi, c'est Ghislain Ngok depuis Yaoundé au Cameroun. Mon carton aujourd'hui, il est de couleur rouge contre la direction de l'Olympique de Marseille. Direction de l'Olympique de Marseille, on est fâchés en ce début de saison, nous les supporters marseillais, parce qu'on ne comprend pas que à chaque début de saison, vous devez nous priver d'un élément important, toujours pour mettre dans le bashing. La saison dernière, vous nous avez privé de Chancel Mbemba, on a vu ce que c'est arrivé. Cette saison, vous nous privez en début de saison d'Adrien Rabiot, un élément si important. Après nous avoir privé de Valentin Rongier, on dit direction Marseille, c'est trop. Trop, c'est trop. Carton rouge, arrêtez cela, on veut la sérénité cette saison, on veut jouer le titre. Merci. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Yannick Missibé, un centrafricain depuis Lomé au Togo. Aujourd'hui, je donne un carton vert au retour de nos super-héros qui nous ont tellement manqué sur le plateau de Radio Foot International. Et j'espère que notre heure de l'émission aussi doit aussi augmenter et monter encore jusqu'aux 2 heures du temps. Et je suis très content de vous et bonne émission à vous. Allez.
Merci beaucoup, chers auditeurs. On est tous contents. Merci de nous être fidèles. Merci de nous remercier d'être revenus pour faire notre travail. Alors, j'ai noté qu'il y avait une auditrice et merci mille fois. Et puis, Rémi, votre Lacnou, il peut en témoigner, mais on va y revenir. Il n'est pas prêt d'être fini, ce Lacnou. Quant au Chan, il a commencé aujourd'hui avec ses quarts de finale et donc on en parlera la semaine prochaine dans Radio Foot. Allez Rémi, votre carton justement, c'est le Lacnou. Je ne sais pas s'ils veulent que j'appelle ça Océan nous ou quoi. Mais parce que c'est quand même hallucinant. Ça me rappelle mon pays. Regardez. Ça me rappelle mon pays. Vous vous rendez compte que on nous a promis le stade Biya depuis des siècles. Ça n'est pas toujours fini. Et je vois la même chose avec le président du Barça. Lui aussi, il a dit que ne vous en faites pas. On va défier Real. On va défier le Santiago Bernabéu. On va sortir un gros stade comme ça, le plus grand du monde. Ce sera en janvier. Ils le font. On a reculé. On a dit maintenant encore que c'est en début de l'année. On a encore reculé. On disait que c'est en septembre. Des travaux, la question. Résultat des courses, on se retrouve avec un lac où maintenant, nous, on va jouer au ballon et nous prépare les poissons ou la natation. Ce n'est pas ça qu'on devrait jouer. Donc, ils devraient faire des travaux selon les moyens qu'ils ont et non vouloir toujours imiter le moyen. Ça n'a rien à voir avec les moyens. Oh non, attendez. Ça n'a rien à voir avec les moyens. Attendez, je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a un proverbe africain qui dit que étends tes jambes selon les dimensions de ton tapis. On n'a pas le temps de faire un débat là-dessus, mais quand est-ce que vous pensez que ça sera prêt? Moi, je pense que tout sera prêt. Pour le Classico. Non, mais 27 000 personnes, qui est la première jauge, novembre. Bon, d'accord. Novembre. Et bien justement, mais Rémi a raison. Votre carton à vous dans ce Café des Sports, François. Alors après le Barça, le Real Madrid. Alors ça prête à sourire. On peut sourire, on peut se dire. Mais c'est rouge. Carton rouge, bien sûr. Carton rouge, bien sûr. Écoutez. On peut prêter à sourire. Je pense que c'est pour provoquer, qu'il y a eu un mouvement sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça fait bizarre quand même. Expliquez. Pour le nouveau joueur argentin du Real Madrid, Franco Massantodo. C'est vrai que c'est compliqué pour les supporters de dire Massantodo. Donc, ils vont dire Franco. Maintenant, on sait qui c'est Franco. On sait... surtout au Real. Au Real, l'image du dictateur espagnol pendant des années. Les millions de morts qu'il y a eu. Ça fait bizarre d'entendre Franco au Bernabéu. C'est gênant, c'est pas méchant, on sait que c'est pour rigoler, mais moi ça m'a un petit peu gêné, froissé, voilà. Bon, donc Franco, dictateur espagnol, mort depuis 1975, ça fait exactement. Xavier. Et moi je vais revenir au terrain avec les matchs de barrage pour la Ligue des Champions cette semaine. Et il y a eu notamment Bruges qui est allé gagner à Glasgow contre les Rangers 3-1. Avec une équipe, sur le 11 de départ, vous aviez 7 Belges, donc 5 formés au club. Comme quoi, dans cette période de transfert où on met de l'argent n'importe où, n'importe comment, et ben quand vous êtes un club bien organisé qui fait monter ses jeunes, vous pouvez aller en phase de la Ligue des Champions, puisque Bruges a gagné à l'extérieur et ils vont sûrement confirmer leur qualification la semaine prochaine. Allez Solène, votre carton. Moi c'est toujours en Ligue Conférence, mais avec une petite anecdote, il y avait un seul supporter pour supporter le match du Rayo Vallecano face au Neman Grodno en Biélorussie. Il était tout seul. Face au match biélorusse, voilà, il était tout seul. Le match en fait était en Hongrie et donc très loin des deux clubs qui s'affrontaient. Donc voilà, et il a même pas pu voir le seul but de son équipe puisqu'il s'est blessé en plus. Il s'est fait soigner par les médecins du Rayo, c'est déjà bien. Et ben au moins. Le carton de Radio Foot, très rapidement, c'est les filles de l'OM. Elles n'ont rien trouvé de mieux, elles, pendant un match amical que de se battre par 2 fois. Le match a été arrêté avant la fin contre un club espagnol de Barcelone féminin. Se battent encore aussi. Comme quoi, elles ont bien préparé leur saison. Merci beaucoup à tous. Bon vent, Solène. On vous attend dans le Café des Sports un autre jour. Merci à tous pour cette première et à la semaine prochaine.